Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Analyse, retour en image sur la victoire du Barça hier contre Alaves. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bon, j'ai mal à la gorge, voilà, donc je vais quand même faire la vidéo. Je vais essayer de tenir, de rester en vie. Si petit à petit ma voix commence à partir, c'est normal, ne vous en faites pas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va checker un petit peu les petites stats, des petits schémas, tout ça. On va se faire plaisir, c'est super, c'est joli, c'est visuel, c'est magnifique. Alors c'est pas moi qui l'ai fait, hein, évidemment, je les prends sur Twitter, un petit compte qui s'appelle MarkBot, MarkStat, je sais plus c'est marqué là, il y a l'arrobase, et qui fait un petit peu tous les matchs à chaque fois. Il revient sur les expected goals et tout comme ça, donc je le prends là. Voilà, je tiens à rendre à César ce qui appartient à César, en tout cas à MarkBot, MarkStat. Bref, donc là on a la structure du Barça, la passe map d'Alaves aussi, bon, qui est un petit peu décousue, hein. On voit que c'est un peu le bordel, donc ce qui prouve que la structure n'est pas forcément très bien mise en place, ou genre, enfin en gros c'est pas ouf quoi, concrètement. Et là on a une structure du Barça qui est un petit peu plus cohérente. Alors comme je l'ai déjà dit, hein, je l'ai fait remarquer, la structure là n'est pas exactement celle-ci, puisque ça c'est la passe map, donc c'est la structure au moment où les joueurs se font des passes entre eux, quoi. C'est-à-dire que au moment où Baldé va faire ses passes, ça va être principalement dans cette zone-là. Lui, il évolue quand même un petit peu plus haut, Baldé. On va le voir, on le voit sur on va le voir sur la première séquence d'ailleurs, où je vais montrer un petit peu où sont placés les joueurs. Eh bien Baldé, il est quand même placé un petit peu plus haut. Mais au moment où il fait ses passes, c'est généralement un petit peu plus bas. Ce qui fait que peut-être, c'est quelque chose de pas très positif. Ça veut dire que Baldé, quand il fait ses passes, il est plus à l'aise pour faire des passes en gros quand il est bas sur le terrain avec ses défenseurs à côté, plutôt que quand il est haut sur le terrain et qu'il attaque, on va dire. Donc on a très clairement un gros échange de passes, on va dire, entre Íñigo Martínez, Cubarsí et Héctor Fort. On voit Héctor Fort là qui est placé quand même assez bas, on va le voir aussi sur les séquences vidéo. On avait plus une défense à 3 avec Héctor Fort en troisième centrale que vraiment un Héctor Fort latéral qui monte assez haut. La dernière fois, ce qu'on a vu contre les Young Boys, c'est un Héctor Fort qui est rentré et qui jouait quand même assez haut sur le terrain, à l'image de ce que peut faire Koundé de temps en temps, qui monte quand même assez haut et se faire plaisir. Là contre Alaves, il y avait cette consigne pour Héctor Fort de pas trop monter, parce que s'il avait eu la consigne de monter et d'attaquer sur son couloir, il l'aurait eu. Encore une fois, un Lamine Yamal très excentré. On l'a déjà fait remarquer aussi la dernière fois. Il y a cette volonté de laisser Lamine Yamal en 1 contre 1, donc de le faire coller la ligne, de le mettre le plus haut possible, le plus loin possible du bloc, on va dire, pour le laisser un petit peu tranquille, attirer un petit peu le bloc d'Alaves d'un côté, après changer de côté ou aller chercher Lamine Yamal, qui sera, si possible, seul en 1v1. Même si ça arrive quand même très, très peu souvent, parce que la plupart du temps ça défend à 2 sur lui. Donc on voit un Casado assez haut. Ce qu'on peut voir aussi d'ailleurs au niveau des passes, encore une fois, hein, c'est pas forcément la zone où évoluent les joueurs, mais en tout cas au moment où ils font leur passes, on voit que Pedri redescend vachement bas pour ouais, la voix. Redescend vachement bas pour faire le jeu, se connecter à ses coéquipiers, même si après ça lui arrive d'attaquer, mais un Pedri qui est limite au final plus bas qu'Eric Garcia au moment où il y a les passes. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant, et on va le voir sur le 3e but d'ailleurs avec la passe décisive d'Eric Garcia, que c'est assez intéressant à quel point cette équipe est de toute façon assez mobile. Sur le côté droit, donc là on a les progressions, la ball progression, la progression de la balle, hein, concrètement c'est pas très compliqué, en additionnant un peu la passe et la conduite de balle. Donc il y a la progression par la conduite ici et la progression par la passe, et on voit encore une fois que les défenseurs du Barça sont beaucoup plus hauts que les autres. C'est une évidence parce que c'est eux qui ont le plus de terrain devant eux, c'est eux qui relancent, c'est eux qui... Voilà, donc c'est assez logique. Encore un Íñigo Martínez qui est bien placé. La dernière fois, ce qu'on avait vu dans le dernier match mis en avant, il y avait Martinez qui était Íñigo, donc qui était beaucoup plus haut que les autres, beaucoup plus haut que Cubarsí, et cette fois-ci Cubarsí est presque mieux placé, en tout cas équivalent Íñigo Martínez. Voilà, ce qui a changé par rapport aux Young Boys, c'est assez intéressant, mais après on le sait que de toute façon, que ce soit Cubarsí ou Martinez, ça relance, ça fait des passes, ça fait progresser la balle sans problème. Casado toujours bien placé, avec Rafinha qui est là, qui est plus dans la progression par la conduction de la balle, la conduite de balle, que Casado. Casado est plus dans la progression par la passe, même si bon, c'est entre les deux, quoi, on va dire. Chose assez intéressante aussi, on l'a déjà parlé, hein, on a parlé de Casado.
ici sur la chaîne. Ça fait déjà bien longtemps que je fais ma petite propagande pour que Casado vienne en équipe première. Et voilà, il y en a beaucoup qui étaient un petit peu sceptiques, hein, évidemment. Bon, c'est compréhensible aussi, ils connaissent pas forcément le joueur. Donc ça se posait des questions. Est-ce que Casado va réussir? Est-ce qu'il sera au niveau pour machin? Pourquoi Xavi ne lui faisait pas confiance? C'était toutes les questions qu'on pouvait se poser. Tous ceux qui connaissaient Casado ne comprenaient pas forcément. Ceux qui l'avaient vu jouer se disaient, bah, il a le niveau, il a ce qu'il faut pour être au moins dans la rotation. Pas forcément comme un titulaire indiscutable dans un premier temps, mais en tout cas de faire partie de cette rotation d'équipe première dans cette première division de Liga, quoi. Et au final, ce qu'on voit donc à gauche, c'est la Marc Casado vs tous les milieux de Liga par 90 minutes. Donc tous ceux qui jouent à peu près 90 minutes sur les stats. Le pourcentage donc des passes progressives, la précision, il est premier de Liga. Sur les tacles, il est premier en Liga. Sur les possessions, bon, adjusted tacle, après, bon, je sais plus exactement ce que ça veut dire. Il y a des trucs bon, en anglais. Bref, il est deuxième. Les passes précises, il est cinquième. Bon. On voit qu'après, il est plus dans la récupération que vraiment dans la qualité de passe, on va dire, même si là, la précision des passes progressives, il est quand même premier. Donc, c'est un joueur quand même assez propre. Voilà, les passes dans le dernier tiers, évidemment, quand c'est un milieu défensif qui joue la plupart du temps assez bas, il va faire moins de passes dans le dernier tiers, c'est logique. Il est 6ème en passe, 6ème en passe courte, 7ème en précision de passe courte, 7ème alors deep c'est la profondeur, donc complétion, je vous avoue que je sais pas trop ce que ça veut dire. S'il y en a qui savent, hein, dites dans les commentaires. Mais bon, deep c'est la profondeur, donc est-ce que c'est soit dans les récupérations ou dans les courses, je sais pas exactement, ou alors c'est profondeur attaque ou défense, en gros je sais pas exactement, mais bon, disons qu'il est bien classé. La précision des passes longues, 8ème, et les expected assists, donc les passes décisives attendues, il est 8ème aussi, ce qui est pas trop mal pour un milieu défensif. Donc franchement en termes de stats, il est parmi le top de ce qui se fait en Liga, alors bon, il a 21 ans évidemment. Et là ce qu'on voit sur ce graphique, donc c'est donc la précision des passes progressives et les tacles, enfin toutes les 90 minutes on va dire. Donc là on voit que Marc Bernal est très bien classé aussi, avant qu'il se blesse évidemment. On voit là Marc Casado donc qui survole tout, quoi. Il est ce qui se fait de mieux dans la précision de passes progressives. En gros ça c'est un graphique pour représenter ça, ce qu'on a vu sur la gauche, premier, voilà. Mais ce qu'on voit c'est l'écart surtout là, ça nous représente un petit peu l'écart de Marc Casado avec les autres milieux de Liga qui sont ici. Donc là, tous ceux qui sont en hauteur, c'est parmi les meilleurs. Donc on n'a pas les noms, ça c'est dommage. Mais voilà, Marc Casado survole un petit peu tout ça. Donc on va démarrer direct. J'ai même pas encore démarré la séquence vidéo, j'ai la gorge en feu. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était une structure avec plus ou moins 3 centraux, en tout cas un Hector Fort qui reste assez bas, sortir les ballons. Et ce qu'on voit ici, donc, c'est Cubarsí qui n'hésite pas à jouer sur Hector Fort. Donc on a Iñigo Martinez, Cubarsí, Hector Fort là, qui est un petit peu plus haut quand même. Un Pedri qu'on voit quand même assez bas avec un Casado un petit peu plus haut. Donc là on joue de la 38e seconde. À ce moment-là, il y a Ferran Torres qui est là d'ailleurs, très axial. Un Baldé assez esselé dans son couloir aussi, qui faisait souvent des appels mais qui n'était pas très souvent servi. Un Lamine Yamal ici collé à la ligne. Donc chose intéressante que je trouve assez intéressante, voilà. Dès l'entame du match, on a essayé d'être le plus rapide possible dans le jeu, le plus vertical possible. Un Barça qu'on voit comme ça de toute façon depuis le début de la saison. Donc un Hector Fort qui va essayer d'aller chercher Rafinha, donc à ce moment-là qui jouait milieu de terrain. Rafinha qui va aller chercher face au jeu, donc vraiment concrètement c'est du jeu de position. On va chercher le gars un petit peu plus haut parce qu'on peut pas aller chercher Casado ici, donc on cherche le jeu en triangle. On s'appuie sur le gars qui est plus haut, qui est dos au jeu, qui va aller chercher en une touche le gars qui est face au jeu, ici Casado, hop, en une touche. Casado, lui, encore en une touche, va aller trouver Lewandowski ici. Une fois que Rafinha a fait sa passe, il y a un appel dans la profondeur aussi. Ici, on le voit, Rafinha fait sa remise ici pour Casado en une touche et il part dans le dos du défenseur qui est battu. Et là, ce qu'on a d'intéressant aussi, c'est Rafinha et Lamine Yamal qui sont 2 contre 1 contre le latéral. Donc on a un Lewandowski qui va essayer de jouer rapidement aussi en une touche. La balle, elle va être un peu ratée, ça va être une balle un peu en l'air comme ça pour Lamine Yamal. C'est raté, mais bon, voilà, il y a intention de jouer très rapidement. Il y a du jeu de position, du jeu en une touche, de la verticalité, voilà, les intentions sont claires. Ça c'est une action aussi assez sympathique, à la recherche de la verticalité, du jeu assez rapide au final, assez direct, du jeu long aussi, hein, grâce à Iñigo Martinez. Là on joue la 3e minute, donc c'est sur cette action là d'ailleurs que Ferran Torres va se blesser. Blessure apparemment qui va durer 2 mois pour une passe longue, c'est malheureux. Je sais pas pourquoi il s'est blessé, il a du mal à s'échauffer peut-être, mais bon, c'est assez étrange quand même. Donc on a une relance de la part d'Iñigo Martinez,
ici, qui va aller chercher directement Robert Lewandowski. Donc vraiment on a la passe qui va casser tout le pressing d'Alaves. C'était pas un dégagement du gardien, c'était une récupération. On est revenu en arrière sur Iñaki Peña qui allait chercher Inigo Martinez, et tout le bloc d'Alaves qui essayait de monter pour venir presser Barça devant sa propre surface ou dans sa moitié de terrain, bref. Donc on a tout le bloc d'Alaves qui est assez avancé, qui a installé, on va dire, son pressing avec ces 4 milieux ici et ces 2 attaquants, vraiment, et il reste que les 4 défenseurs centraux derrière, enfin les 4 défenseurs tout court, je veux dire. Donc il y a cette recherche de Lewandowski encore une fois en point d'appui. Lewandowski qui va trouver Ferran Torres, donc hop, je sais pas si c'était une volonté claire de chercher Ferran Torres, mais en tout cas son contrôle, il met le ballon devant, il protège la balle derrière. On a donc les 4 défenseurs qui restent. On a Ferran Torres qui va aller trouver direct côté opposé Lamine Yamal. Le problème, c'est que Lamine Yamal, sur plusieurs occasions au début de match, il n'était pas très attentif. Il s'est fait avoir par le hors-jeu, en fait, tout simplement. Il n'était pas très bien placé. Parce que franchement, l'action, elle est belle. Du jeu très direct. Hein. Ça passe d'Inigo Martinez jusqu'à Lewandowski. Ça fait pas le tour des milieux de terrain. Ça alterne jeu long et verticalité, rapidité. C'est assez sympa. Donc on a Ferran Torres directement qui va trouver Lamine Yamal pendant que Rafinha, lui, fait son appel ici, et il a battu les deux défenseurs les plus bas sur le terrain, quoi, disons. Et avec la vitesse de Lamine Yamal et celle de Rafinha, au final, on se retrouve ici avec un face-à-face de Rafinha qui va dribbler le goal et qui va marquer. Malheureusement, donc comme je l'ai dit, Lamine Yamal, sur la passe de Ferran Torres ici, il est hors jeu, hein, ça se voit clairement. C'est dommage de ne pas être connecté comme ça au jeu. Mais comme je l'ai dit, en début de match, Lamine Yamal, il n'était pas hyper connecté. Sur cette séquence, on va voir donc la ligne défensive. Hein, c'est un peu le sujet brûlant du moment. Et oui, on s'ennuie. On gagne tellement qu'il faut bien trouver des choses négatives à dire. Mais bon, il y a cette volonté donc pour la ligne défensive de jouer, de remonter assez rapidement et assez haut sur le terrain. Et les adversaires cherchent généralement à battre ce Barça-là dans le dos avec du jeu long. Donc généralement c'est plutôt bien fait, et là on va voir un petit moment où ça a été assez mal exécuté. Ce n'est pas la fin du monde puisqu'il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de but, mais voilà, c'est petit avertissement pour la suite, parce qu'évidemment jouer la ligne quand on est bien aligné et tout, c'est ultra efficace, mais quand ça part de plus loin, il faut faire attention. On va le voir ici. Donc on a toute la ligne de défense qui remonte, il y a cette volonté vraiment de monter, sauf que là il y a le joueur d'Alaves qui va jouer long. Alors là, on se dit, ils sont tous hors jeu là. Tous les attaquants sont hors jeu, donc c'est bon, on a fait le taf, on est bien remonté. Sauf que lui part de beaucoup plus loin. Là, Hector Fort est un petit peu hors de position. Il était sûrement en train de presser, je sais plus exactement. Oui, quand on revient au début de l'action, Hector Fort, il va agresser le porteur de balle. Il va essayer de le faire reculer. Le porteur de balle va servir le défenseur, et le défenseur, il va jouer long au-dessus de la défense, dans le dos. Et on va voir directement la défense qui est battue. Déjà, il n'y a pas hors-jeu parce que le joueur part du milieu de terrain en fait. Déjà, il part de derrière la ligne. Donc déjà, il n'est pas hors-jeu. Même si la défense était alignée ici, il n'y aurait pas hors-jeu ici. Mais en plus de ça, quand toute la ligne défensive monte et que l'autre attaquant, potentiellement rapide aussi, part depuis le milieu de terrain vraiment, et bien là, la défense, ça peut poser des problèmes, disons quoi. Si le joueur est très rapide et si le gardien ne sort pas comme il va sortir d'ailleurs, Iñaki Peña, bon voilà, il n'est pas du tout rassurant, mais pour le coup, là, s'il sort pas dégager le ballon, eh bien l'attaquant, il peut partir tout seul. Donc là, Iñaki, il a bien fait de sortir de sa surface pour dégager, parce que sinon, potentiellement, l'attaquant, il arrive face au goal. Donc attention, pour l'instant c'est assez efficace cette ligne défensive haute, et c'est plutôt bien fait, mais attention parce que si ça part dans la moitié de terrain, là ça peut être fatal. J'ai pas mis le premier but sur coup franc, bon c'est pas hyper intéressant, c'est intéressant, voilà, hein. On a mis un but sur coup de pied arrêté, encore on en a mis pas mal contre les Young Boys, chose assez positive je trouve, mais bon il n'y a rien à analyser, donc voilà. Deuxième but, on va voir le Alaves qui va essayer de jouer, ça a essayé beaucoup de jouer dans le dos de Baldé qui est là pas très bien aligné pour le coup, parce que on sait que Baldé il a tendance à jouer plus haut que les autres, c'est un peu son rôle aussi, hein, son rôle en tout cas de prendre le couloir. En phase de transition, on sait que des fois il est forcément hors de position, c'est logique. Que ce soit Baldé ou un autre, ça sera pareil. En tout cas, en l'occurrence là, Alaves avait le ballon, et je pense que c'est plus Baldé qui est pas très bien aligné avec Cubarsí et Inigo Martinez, et le numéro 7 là, je crois que c'est Vicente, il partait souvent dans le dos de Baldé, et là on voit que il est du coup pas du tout hors jeu, tout ça. Au final, Vicente il va dans l'axe, bref, Baldé qui revient, parce que Baldé quand même il a la puissance, la vitesse pour rattraper les joueurs comme ça,
donc ça va. Et donc là, il y a cette volonté aussi d'enfermer, avec un bon retour de Casado, d'enfermer le joueur et de bloquer l'axe, tout simplement. Et de faire en sorte qu'il repasse à l'extérieur. Donc là, il y a Casado et Inigo Martinez qui viennent bien fermer l'axe, avec un Cubarsí qui est là au cas où aussi pour jouer la passe, couvrir potentiellement, bloquer la passe là en profondeur. Vicente là, il va trouver peut-être le latéral qui est là, et le latéral qui va essayer de centrer, ça va être contré par Baldé. Donc le latéral là qui va faire une erreur fatale, il va mal contrôler sa balle, et Pedri va être là. Pedri, encore une fois, hein, Pedri c'est l'artiste, c'est le magicien, c'est le mec technique, mais c'est aussi un grand récupérateur, Pedri, un grand gratteur de ballon. C'est pas un mec agressif dans le sens où il va faire des giga tacles et tout, voilà, mais il va toujours gratter énormément de ballons, Pedri, et ça c'est assez sous-coté aussi. Il est assez sous-coté dans ce domaine, Pedri, parce que souvent quand on dit Pedri, voilà, on dit intelligence de jeu, QI football, passe, technique, voilà, faire des petits dribbles, des petits crochets, des croquetas, tout ce que tu veux, mais c'est aussi un grand gratteur de ballon, comme on peut le voir ici. Hop, profiter des moindres erreurs techniques de ses adversaires pour chipper le ballon. Il y a cette petite passe aussi extérieure du pied pour Rafinha qui va bien jouer le coup, qui en une touche, il va éliminer son joueur qui arrive à pleine vitesse. C'était un petit peu le truc à faire de toute façon. S'il fait un contrôle et qu'il arrête le ballon, il se prend une charge du défenseur, l'action elle est terminée. Là, il va prendre de vitesse en une touche comme ça, hop, et le défenseur arrive pleine vitesse, c'est mal défendu, c'est très bien joué de la part de Rafinha, et là il part pleine balle. Donc ça c'est aussi la différence entre ce Barça Barça de Flick et le Barça des dernières saisons, c'est la volonté aussi de jouer les contre-attaques, pas uniquement d'attendre et d'attendre avec des attaques placées, tout ça. Non, là il y a cette volonté aussi d'attaquer, de faire mal en contre-attaque, de profiter aussi que le bloc adverse soit mal positionné, mal structuré pour piquer l'adversaire et lui faire mal, on va dire, à ce moment-là, quoi. Des joueurs comme Rafinha sont top niveau pour jouer les contre-attaques aussi, parce que c'est un joueur qui a une énergie folle, une puissance, une vélocité. Quand Rafinha il part en contre-attaque, ça va être difficile de l'arrêter, tout simplement, surtout avec la forme qu'il a en ce moment. Il est à son prime, donc voilà, il faut en profiter. L'action elle se termine comme ça, hein. Rafinha qui traverse tout le terrain, qui fait quasiment tout à lui tout seul, hein, évidemment. On a vu tout à l'heure les progressions par la conduite de balle. Cette action doit avoir fait grimper, on va dire, Rafinha dans le graphique, parce que traverse la moitié du terrain à lui tout seul. Lewandowski qui se place bien dans le dos du défenseur, le défenseur qui est obligé un petit peu d'essayer de sortir sur Rafinha, bloquer potentiellement la passe, il n'y arrivera pas et Lewandowski pourra finir tranquillement. Moi sur le direct je pensais qu'il y avait hors-jeu, que nenni, il n'en fut rien. Et ça fait 2-0. On va faire une petite pause dans l'analyse des buts. Là, vous le voyez au score, on a déjà mis le 3e, mais je reviendrai sur l'analyse du 3e but tout à l'heure parce que je le trouve très sympathique et très intéressant à analyser. Mais on va faire une petite pause pour parler un petit peu de Casado, tout simplement, pour le kiff. Sur cette séquence, on voit Alaves qui essaie de construire. On voit le bloc du Barça qui est assez bien en place, hein. Enfin bien en place. Là, on voit Casado qui resserre. Donc là, Eric Garcia est rentré entre temps, évidemment, il joue en 6. On avait plus ou moins un double pivot Garcia-Casado, mais on va y revenir après parce que je trouve ça intéressant d'en parler. Et donc on a, je crois que ça doit être Lamine qui est là, et là Pedri peut-être, ou Hector Forte. Non, là c'est Pedri, là c'est Hector Forte. Lamine Yamal il est là en fait, il s'était fait découper. Et donc Casado va resserrer un petit peu, enfermer le joueur, on va quadriller là. On a enfin en tout cas Casado qui coulisse. De l'autre côté, Rafinha et Lewandowski là sont pas vraiment concernés non plus par le pressing, hein, en soi, mais c'est que à la veste, donc on va dire que c'est pas grave. On a Pedri, Hector Forte, Eric et Casado qui quadrillent un peu, qui enferment le joueur d'un côté. Donc Alaves va repasser par derrière et va essayer d'orienter de l'autre côté sur Vicente. La balle est ici. Vicente qui va essayer de contrôler et jouer sur le milieu ici. Balde qui va aller presser Vicente tout simplement pour l'empêcher de contrôler et tout ça, d'avoir le temps. Et ce qu'on voit surtout, c'est un Casado ici qui était il y a 2 secondes ici pour presser de l'autre côté, qui a coulissé, qui a changé de côté et qui vient agresser le porteur ici. Il a senti, évidemment, il a bien lu le jeu, hein. Une des grandes qualités de Casado, c'est aussi sa lecture, sa compréhension du jeu pour au mieux intervenir, parce que Casado, on le sait, physiquement c'est pas le mec le plus costaud de la terre, loin de là, on le voit sur le terrain, et c'est pour ça que beaucoup aussi de supporters ont dit ouais mais Casado il est peut-être pas prêt, ou il peut pas jouer à ce poste parce qu'il est pas grand, parce qu'il est pas costaud, parce que c'est pas machin. Le truc que les gens n'arrivent pas trop à saisir, c'est que il y a pas que le physique qui compte, il y a pas que la taille qui compte, il y a aussi la façon dont tu t'en sers. N'y voyez pas de choses autres que le football, mais concrètement, ce que les gens ne voient pas à première vue, évidemment, ou en tout cas sans voir les matchs, c'est l'intelligence de jeu de Casado, la lecture de jeu. Parce que tu peux compenser tes lacunes physiques
avec ton intelligence de jeu. C'est ce que faisait d'ailleurs Xavi et Iniesta à la perfection parce que ils ont jamais été des milieux de terrain monumentaux en termes de physique. Il y avait l'endurance, tout ça, mais en termes physiques, c'était pas des buffles, les mecs. Et pourtant, ils tenaient le milieu à eux tout seuls. Ils faisaient 1m60 les deux là, et ils avaient la balle et c'était impossible de leur prendre la balle. Mais pourquoi? Parce qu'ils voyaient tout avant tout le monde. Tout simplement. Donc sans vouloir comparer Casado avec qui que ce soit, mais il compense, on va dire, ses lacunes physiques par son intelligence de jeu et son anticipation tout simplement. Donc là il anticipe la passe clairement et hop, il met l'agressivité aussi qu'il faut évidemment pour récupérer la balle. Casado a beau être petit, il n'en est pas moins agressif. On peut le comparer, c'est pour ça qu'il est souvent comparé un petit peu à Gavi, qui met énormément d'engagement. Après la récupération, il y a cette volonté aussi d'attaquer de la part de Casado. On voit Lewandowski ici, il va lui faire une bonne passe en profondeur assez appuyée que Lewandowski va pas arriver à contrôler ou à dévier parce que il voulait jouer en appui. Mais concrètement là, la chose à faire, c'est de partir complètement seul. Là, Casado va lui faire la passe en profondeur. Il y a cette volonté pour le défenseur de mettre hors jeu Lewandowski peut-être. Il a vu le Barça le faire toute la première mi-temps, il s'est dit je vais le faire aussi. Ou il y a cette volonté aussi de bloquer la passe pour Pedri. Mais ça rappelle un petit peu la passe de Casado contre Giron, sauf que là elle est quand même assez simple à faire, hein. Et voilà, il va lui faire une bonne passe appuyée pour qu'il parte en profondeur en fait. Et Lewandowski va pas forcément comprendre, ou il a pas bien analysé ce qu'il y a autour de lui, il a pas bien scanné ce qu'il y avait autour de lui, mais là concrètement si Lewandowski la laisse passer et part dans la course, finit seul face au goal. Donc après il y a ce raté du défenseur qui renvoie la balle, mais le goal va sortir assez bien et Lewandowski n'aura pas le ballon. C'est dommage, mais voilà, ça montre aussi toute la qualité de lecture de jeu de Casado. On a parlé juste avant de la lecture de jeu de Casado, on a parlé aussi de son engagement, on va le voir très bien ici. C'est ce qui caractérise concrètement Marc Casado. C'est le guerrier de l'équipe, il va donner sa vie dans chaque chose qu'il fait. On joue la 70e minute, le Barça gagne 3-0. Là concrètement il n'y a pas gros danger parce que tous les joueurs d'Alaves sont dans leur camp. Il y a une contre-attaque de la part du joueur d'Alaves ici. Il y a le joueur là qui part tout seul un petit peu quand même. Il y a quand même un certain danger on va dire parce qu'il y a un attaquant sur Koubarsi, un attaquant pour Inigo. Baldé est là, Koundé est là. Donc il n'y a que les deux milieux défensifs qui sont présents avec les deux défenseurs centraux. Mais Casado on l'avait vu d'ailleurs dans son analyse, j'avais fait une analyse du joueur en début de saison pour dire que Marc Casado était prêt, de montrer pourquoi il était prêt, ses qualités, tout ça. Et ce qu'on avait vu, c'était que Casado, il avait toujours cette bonne lecture aussi, évidemment, dans le timing aussi pour intervenir. Parce qu'il y a des joueurs qui vont pas savoir quand intervenir, quand tacler, quand se jeter, tout ça. Et là, on le voit, on va voir une erreur de la part de l'attaquant d'Alaves qui va trop pousser sa balle. Et c'est là que Casado va se dire, c'est maintenant. Parce que si le ballon il colle à son pied, Casado il n'aurait pas taclé. Mais vu que la balle elle est un peu trop poussée, Casado hop là il sort le tacle il se donne sur cet angle de vue là. Le tacle il paraît pas si ouf, mais quand ils l'ont mis au ralenti, tu vois vraiment il met tout son corps quoi, il engage tout son corps. De toute façon on le voit là, il tacle, il tend sa jambe un maximum, il essaie de vraiment il met toute sa vie dans ce geste là quoi, et il va dévier le ballon et le Barça va pouvoir récupérer avec un Inigo Martinez aussi qui a une très bonne réactivité et qui vient intercepter et hop on sort la balle. Mais ce qu'il y a aussi à noter, et c'est ça que je trouve très intéressant, à chaque fois que je regarde les matchs du Barça et à chaque fois surtout je regarde les matchs où Casado y joue, ce que j'aime beaucoup faire, mais ça marche avec d'autres joueurs aussi, c'est de regarder comment réagissent les joueurs sans ballon, leurs petits gestes d'humeur, langage corporel en fait. Et ça je trouve ça très intéressant et on va le voir sur la troisième séquence sur Casado. Mais là il réussit son tacle et le Barça récupère la balle, on gagne 3-0, on joue contre Alaves, c'est la 70e, il fait ce tacle là et derrière il y a cette célébration ici quoi. Et ça c'est aussi Casado quoi. C'est un peu à l'image de ce que peut faire Gavi aussi. Dans son attitude de guerrier, c'est qu'il va réussir ce tacle là. Regardez-le ici, il va célébrer ça comme un but quoi. C'est Casado quoi, tout simplement, c'est ce qui le caractérise, c'est sa volonté toujours de se donner à 100% pour son équipe quoi, pour le maillot. Et ça n'a pas de prix. Dernière chose concernant Casado, on en a parlé hier dans le débrief, je vous ai dit à 1 minute de la fin, il y a Rafinha qui a cette volonté encore d'attaquer alors que pendant toute la deuxième mi-temps, il y a eu trop cette volonté de trop souvent attaquer, trop perdre la balle, trop jouer vite alors que par moment il fallait un petit peu calmer le jeu. Donc là il y a Casado qui scanne un petit peu autour de lui, Rafinha qui lui donne la balle et Rafinha qui part ici. Casado le voit là, Casado le voit ici. On a Inigo Martinez qui lui fait signe aussi, qui doit lui dire tranquille, t'es tout seul, on a le temps, tu vois. Mais Rafinha il part là, et regardez le signe de Casado, il lui fait signe de la main, calme-toi, tu vois.
calma, on va calmer le jeu quoi en fait. Rafinha continue son appel, Casado continue à regarder vraiment Rafinha et à cette volonté de calmer le jeu. On a Koundé ici qui est à moitié en train de se remettre les chaussettes. On a Pedri qui marche à côté de Casado en mode tranquille, tu vois. Quand Pedri marche à côté de toi et qu'il te regarde, ça veut dire tranquille, c'est ça que ça veut dire. Et quand Pedri te dit tranquille, faut écouter Pedri, voilà, tout simplement. Et quand Casado te dit tranquille, faut écouter Casado. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Pedri et Casado, actuellement, sont les cerveaux de l'équipe. Voilà, quand il y aura un retour de Frenkie, de qui vous voulez, peut-être que ça sera différent, mais actuellement, les cerveaux de l'équipe, ce sont Pedri et Casado. Donc si les deux te disent de calmer le jeu, c'est qu'il faut calmer le jeu en fait, faut pas écouter je sais pas qui. Donc à la fin de l'action, là on a Rafinha qui est pas content parce qu'il voulait recevoir la balle. Alors je veux bien, je sais que Rafinha il y a cette volonté toujours d'attaquer, de marquer, il a cette volonté là, cette ambition de marquer des buts et de stater, d'être, je sais bien. Et ça il y a pas de mal à ça vraiment. C'est pas la fin du monde qui se plaigne hein, évidemment, mais c'est pour ça qu'il est pas content machin. Sauf que là Casado va lui dire, contrairement il va lui montrer avec des gestes, il va lui faire non et il lui montre là, il lui montre son poignet, il lui dit il reste 2 minutes, calme-toi, tu vois. Il lui explique. Tu vois qu'il parle avec Rafinha, il lui montre ça, son poignet, il lui dit on joue tranquille, c'est la fin du match, on va pas s'exciter là et faire n'importe quoi. C'est pas une question de se prendre un but ou de perdre le match ou quoi, parce qu'il y a 3-0, on joue la 92e, 91e minute là, donc il y a pas à se précipiter, mais c'est ce qu'il y a à faire. C'est pas à s'exciter, à balancer un long ballon devant pour qu'il aille encore courir je sais pas où. Les gars, on joue la fin du match. Imagine, Rafinha il court et sur un sprint, il se blesse. Ce serait pas la chose la plus conne qu'on ait vue, franchement. Donc en fait, il n'y a pas besoin de tout le temps s'exciter, de tout le temps vouloir aller vite. Souvent, Rafinha, on le sait, on dit c'est plus des jambes et des muscles que le cerveau. Parce que Rafinha, il court, il fait des appels, c'est une machine à appel de balles. C'est bien, il fait des courses et tout, c'est bien. Mais des fois, il faut savoir aussi calmer le jeu. C'est pour ça que Rafinha au milieu de terrain, des fois, c'est compliqué parce que c'est ça qui fait la différence entre un milieu de terrain vraiment et un attaquant, c'est que le milieu de terrain il sait quand il faut calmer le jeu et quand il faut jouer et accélérer le jeu, que les attaquants ne savent pas forcément le faire. Mais encore une fois, ça prouve aussi toute l'expérience que Casado n'est pas censé avoir, et au final t'as l'impression qu'à 21 ans, avec sa première vraie saison en Division 1, il a déjà l'expérience d'un vieux briscard de 35 balais quoi. Ça c'est très fort. Séquence du 3e but, séquence assez intéressante je trouve, parce que là on a donc Casado, Eric Garcia, là on a les deux défenseurs centraux, donc on a Baldé qui est assez haut ici en bas, on le voit, on l'a déjà dit. Rafinha pour le coup qui était assez bas, mais il y a eu un coup franc qui a été joué, donc c'est pour ça qu'il est assez bas aussi. On a Héctor Fort qui est là, qui est un petit peu plus haut que les défenseurs centraux, mais qui reste quand même assez connecté à eux, comme on l'a vu sur la structure de début de vidéo. Et donc là on a le double pivot Eric Garcia Casado, qui concrètement jouait plus en double pivot hier contre Alaves qu'habituellement où on a vraiment un vrai 6. Là on avait quand même beaucoup plus un double pivot qu'un seul pivot quoi. Donc Héctor Fort qui rejoue sur Cubarsí, et là on va avoir quelque chose d'assez intéressant. On a Héctor Fort qui va, alors j'ai l'impression, soit il dit à Cubarsí de jouer devant, mais j'ai l'impression qu'il dit à Eric Garcia d'aller dans cette zone là, de monter un petit peu plus haut. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que déjà Héctor Fort n'est pas considéré comme un joueur hyper développé dans le jeu, dans tout ça, mais pourtant s'il voit ça, c'est vraiment qu'il a l'intelligence de jeu déjà. Donc on a Pedri qui va lui laisser la place, qui va attirer le milieu défensif, qui va bouger, et on a Eric Garcia qui va scanner derrière et qui va voir donc Héctor Fort qui lui dit de prendre la place, d'occuper cette zone ici, et on a Eric Garcia qui concrètement est censé être le pivot de l'équipe, le 6, le gars le plus reculé, et qui va monter ici et qui va se retrouver comme à la place de Pedri, limite le milieu le plus offensif. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on en a déjà parlé aussi, les équipes de Flick, il y a beaucoup de mobilité et il n'y a pas de poste vraiment fixe. Certes, il faut garder une certaine structure des joueurs. Il y a aussi les joueurs qui remplacent les autres. Rafinha qui va peut-être remplacer Baldé dans ce cas-là, et Baldé remplacer Rafinha. Il y a Pedri qui va jouer là-bas dans cette zone. Casado qui va jouer ici dans cette zone, et Garcia qui va prendre la place de Pedri. Il y a toujours une certaine structure qui est gardée, mais il y a les joueurs qui ne sont pas obligés d'occuper leur poste. Il peut y avoir des sortes de dépassements de fonction ou vraiment beaucoup de mobilité. Là, on a le double pivot ici qui va se retrouver, donc un des deux doubles pivots qui va se retrouver le milieu le plus offensif, parce que c'est ce que le jeu demande, tout simplement. Et c'est ça qui est fort aussi, donc avec l'équipe de Flick, le Barça de Flick, mais même, quand j'avais analysé le coach quand il avait été signé, j'avais analysé son Bayern, et c'est ce qu'on voyait aussi avec le Bayern, c'est que le double pivot, même s'il y avait un des joueurs les plus défensifs, tout ça, il y avait quand même souvent un des doubles pivots, ou même les deux qui se retrouvaient en attaque pour finir les occasions, pour vraiment attaquer. Ils allaient dans
la surface, ils allaient vraiment attaquer. Il n'y avait pas un double pivot qui restait devant sa défense et qui restait figé là et qui bougeait pas. Donc Garcia qui va faire sa course, qui va se déplacer ici, qui va aller là, parce que Pedri a ouvert aussi cette zone-là, il a attiré ce milieu-là, donc il a libéré cette place ici. Garcia va y aller, tout simplement. À ce moment-là, on se retrouve avec Garcia qui est là et qui demande la balle. Là, moi je trouve ça, moi j'adore voir ça de toute façon. J'adore faire les analyses, de toute façon, vous le savez. Pour ça que je la fais là, même avec la gorge en feu. Kubarsi qui va trouver, regardez, Hector Fort fait signe, qui a Garcia aussi, je pense. Kubarsi qui va trouver Casado qui est déjà en train de scanner. Là, on voit, il a la tête tournée. Au moment où Kubarsi fait la passe, il faut, de toute façon, hein, le milieu doit scanner. Et il voit là Eric Garcia dans cet intervalle ici. Et Eric Garcia qui demande la balle. Il fait signe avec ses mains, tu peux me la donner. On a ici Lamine Yamal qui attire le latéral, qui est très excentré. Ce qui fait qu'il y a quand même énormément d'espace ici. Espace créé par Pedri, on l'a déjà dit. Donc Kubarsi qui va trouver Casado. Et Casado en une touche qui va accélérer le jeu. Parce qu'il y a différentes façons d'accélérer le jeu. Il y en a qui pensent qu'accélérer le jeu, c'est juste tu prends la balle et tu cours et tu accélères le jeu. Mais non, en une passe, tu peux accélérer tout le jeu. Et cette passe-là va être faite par Marc Casado, l'homme de l'ombre, pas retenir sa passe sur le but, mais au final, c'est elle qui déclenche toute l'action. Bim, petite passe pour Eric Garcia. Milieu défensif qui passe pour l'autre milieu défensif, qui se retrouve ici, encadré par 4 joueurs. Donc il y a cette lucidité aussi de la part de Garcia. On en a parlé hier dans la vidéo, Garcia qui a été souvent critiqué et tout ça. Et au final, quand Garcia fait du bon travail, il faut le dire aussi, ce poste-là de milieu de terrain, Garcia, il a l'air de bien s'amuser. Donc Garcia, qui s'oriente après vers l'attaque, il voit Lewandowski, c'est assez fermé, il y a un joueur qui vient le presser ici, un joueur qui vient un peu l'enfermer, il a un joueur derrière lui, il a les 2 centraux là qui marquent Lewandowski, et il y a cette belle passe quand même entre les 2 centraux pour Robert, qui fait toute la différence. Et franchement, après on l'a déjà dit, même pour un défenseur central, Eric Garcia est un des joueurs qui a la meilleure qualité de passe que j'ai vu, franchement. Il a vraiment une très très bonne qualité de passe, Eric Garcia. Quand il était en défense, c'était son plus gros point fort. Son point faible, c'était les interventions défensives. Tout ça, c'était pas ouf. De par son gabarit aussi, c'était compliqué avec certains attaquants. Mais là, la qualité de passe, elle est parfaite. Il envoie Robert, quoi. Voilà. Et Robert qui va bien finir quand même, parce que Robert, il est un peu excentré, fait une petite frappe croisé sans équilibre, il tombe et tout après, ça va dans les buts, c'est magnifique, franchement c'est très bien joué, un grand Robert hier, même depuis le début de la saison, un très grand Robert. Mais avant, voilà, je voulais souligner le travail d'Eric Garcia, le travail de Casado et même la vista aussi d'Hector Fort qui dit aussi aux joueurs où se placer du haut de ses 17 ans et de son peu de temps de jeu. On a vu aussi en début de vidéo la progression de la balle par Kubarsi et par Inigo Martinez. Si on voit tout le bloc d'Alaves qui est dans notre moitié de terrain et qui vient nous presser. Kubarsi est enfermé, il a la solution de la donner à Pedri qui va être chargé par ce défenseur là, enfin chargé entre guillemets, le défenseur arrive, il est assez costaud, si tu passes la balle à Pedri, tu sais que le mec il va lui rentrer dedans. Il y a cette possibilité de la donner aussi à, je pense que c'est Eric Garcia qui doit être là, Casado est ici, et là il y a Rafinha, je pense que c'est Rafinha, là Ansu Fati était rentré, avait remplacé Lamine Yamal, et il y a Rafinha qui part dans le dos, ça aurait été une possibilité aussi de l'envoyer jeu long, Pedri lui dit d'ailleurs, Pedri lui fait signe, donne-la à Rafinha. Mais là, Kubarsi va trouver une passe, franchement. Je sais pas comment c'est possible, mais c'est Kubarsi, quoi. Regardez Robert. Robert qui vient fixer un peu la défense et qui, au dernier moment, défait du marquage pour apporter une solution très haut sur le terrain. Et Kubarsi qui va le voir et qui va déclencher cette passe, qui va traverser le terrain. C'est magnifique. Franchement, c'est la grande classe. J'ai rien d'autre à dire. Tout le pressing est cassé avec une seule fucking passe, quoi. Kubarsi, c'est magnifique. Et là, Lewandowski, cette qualité aussi, on a critiqué beaucoup Lewandowski par son jeu de passe aussi, son importance dans le jeu qui était très faible, parce qu'il ralentissait le jeu, parce que c'était techniquement, c'était pas très propre tout ça. Et là, Robert, il a été excellent contre Alaves, encore une fois. Et là, il le prouve avec cette petite passe aussi. Remise en appui pour Casado qui est face au jeu. Donc encore une fois, jeu de position. Allez trouver, bon là, la passe, elle traverse carrément le terrain. Trouver le gars le plus haut, dos au jeu, qui va trouver en une touche le gars qui est face au jeu pour jouer vers l'avant. Et là, donc, il y a la bonne remise de Lewandowski pour Casado, qui va essayer, en tout cas, parce que la passe, elle va être trop courte, qui va essayer de trouver Baldé ici dans l'intervalle, en profondeur, avec Baldé qui fait l'appel. Franchement, c'est très très bien joué. Très très bien joué, très bien vu de la part de Kubarsi, de Lewandowski et de Casado. Malheureusement, Casado, voilà, tout à l'heure, on a applaudi le travail de Casado. Là, sa passe, elle est un peu molle. Malheureusement, voilà, le défenseur va intervenir. Mais franchement, il y a cette volonté de jouer le jeu de position qui est très cher au Barça, qui fait partie de l'ADN du Barça. Vous savez, on parle souvent de l'ADN du Barça, ouais, Flick n'a pas l'ADN Barça, tout ça. Au final, bah si. Ce qu'on voit, c'est de l'ADN Barça. Certes, c'est beaucoup plus de jeu direct, de verticalité, de contre-attaque, mais il y a un mélange d'ADN Barça et de football
un peu plus moderne, avec un peu plus d'intensité, un petit peu plus direct, tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mon analyse vous a plu. Les amis, on se retrouve demain pour la FAQ. Je vais pas faire beaucoup plus que ça. J'ai mal à la gorge de fou. Donc je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, une très bonne semaine à vous. À demain. Ciao.